Bonjour, alors dernier cours aujourd'hui, normalement en ligne. Si tout va bien, c'est la fin. Et on va travailler aujourd'hui à partir de l'enquête en fait que vous avez dû lire pour aujourd'hui, qui concerne les fous et la folie au 19e siècle, même si ça commence un petit peu plus tôt, puisqu'on vous fait un petit récapitulatif depuis l'Antiquité. Ça va des pages 84 jusqu'à 94. Alors, ce que vous allez faire d'abord, vous pouvez déjà mettre le titre en fait, petit 2, l'enquête, 2 points, la folie au 19e siècle, et petit a, les différentes étapes dans la conception et le traitement de la folie, puisque vous avez dû vous rendre compte que, au fur et à mesure des siècles, tout de même, ça changeait bien. Alors effectivement, là, ce que vous allez faire pendant quelques minutes, vous allez essayer entre vous, euh, à l'oral, avant que je ne projette ce que vous allez écrire en fait dans votre cours, à l'oral, de récapituler un petit peu ce que vous avez vu, c'est-à-dire que peut-on retirer de votre lecture sur la folie et l'Antiquité. Pas besoin de regarder en détail, ça va vite. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est sur la folie au Moyen Âge, puis la folie à l'époque de la Révolution, donc sur la fin du XVIIIe siècle. Euh, on, laisse, euh, on laissera hein, l'araignée dans le plafond, enfin non, peut-être qu'on va le noter, mais il y a un certain nombre de points qu'on va laisser de côté. Puis au 19e siècle, justement, ce qu'il en est avec la naissance de la psychiatrie. Et ça va aller en fait avec la manière dont les fous sont soignés et surtout où ils sont soignés. On va travailler un petit peu sur les traitements en même temps et on laissera de côté les fous célèbres au 19e siècle. Voilà. Donc vous récapitulez un petit peu tout cela entre vous, puis moi je vous fais, je vais vous proposer ce que vous allez tout simplement écrire sur votre cours avec un petit récapitulatif. Voilà, donc je vous laisse travailler. Vous voyez, j'ai un peu changé de tenue. Ma fille m'a absolument obligé, m'a fait promettre depuis plusieurs jours que pour le dernier cours en ligne, je me déguiserais ou m'habillerais un peu n'importe comment. Donc, c'est pour vous et c'est sur vous que ça tombe. Alors, ceci dit, donc, rire mis à part, ridicule mis à part, on reprend sur les différentes étapes, juste avant que je ne projette. Pour ce qui est de l'Antiquité, vous constatez et c'est pas inintéressant, qu'il n'y a aucune distinction en fait chez les Grecs entre la maladie du corps et la maladie de l'esprit. Donc autant vous dire que si les traitements sont identiques, des saignées, des plantes et des massages, évidemment le malade a peu de chances de guérir. Au Moyen Âge, c'est intéressant puisque ça va bien changer. Au Moyen Âge, le fou n'est absolument pas vu comme un malade, enfin pas absolument pas, mais il est moins vu comme un malade que comme quelqu'un de différent, ce qui est évidemment le cas. De fait, il est bien traité. On assiste également au Moyen Âge aux hôtels-dieux, donc qui sont tenus par des religieux et qui sont les ancêtres des hôpitaux. On en retrouve un, il y en a encore un à Paris, il y en a partout, hein, mais je connais celui qui est à Paris, sur l'île de la Cité, qui s'appelle toujours l'hôtel-dieu. Voilà. Peu d'enfermement des malades et peu de traitements violents. Ce qui va changer au fur et à mesure. Alors au XVIe et XVIIe siècle, vous avez vu, votre petit livre ne propose pas grand-chose, simplement il vous explique la naissance de cette expression qui est liée en fait à la manière dont la maladie mentale est considérée. Vous connaissez probablement enfin, l'expression avoir une araignée dans le plafond ou avoir une araignée au plafond, quand on désigne quelqu'un qui est un petit peu dérangé, qui est un petit peu fou et qui a des façons de se comporter un petit peu curieuses. C'est parce qu'en fait, on considère au XVIe, au XVIe et au XVIIe que la folie, si quelqu'un est fou, c'est probablement qu'il a un corps étranger dans la tête. Donc on essaye d'enlever pardon, ce corps étranger. Vous avez des opérations pour enlever les corps étrangers, autant vous dire que ça se termine souvent mal. Vu la médecine de l'époque. Et ce corps étranger peut être associé à une petite pierre, mais souvent c'est associé à un insecte mal vu, évidemment. Donc vous avez les guêpes, les guêpes et les araignées, et très souvent, donc l'araignée est restée. On la retrouve d'ailleurs dans un poème de Baudelaire, Spleen 4, que vous pourrez lire, qui est un poème du 19e siècle, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, où il explique qu'il a des araignées justement qui se baladent au fond, qui se promènent au fond de son cerveau. Tout ça pour indiquer évidemment l'état de mélancolie, de spleen et de folie dans lequel se trouve Baudelaire. Au XVIIIe siècle, donc qui est le siècle de la Révolution française, alors les conditions, vous avez vu, les conditions des malades se dégradent puisqu'ils sont moins bien considérés, on les considère cette fois non plus seulement comme des gens un peu différents, mais cette fois vraiment comme des malades. On ferme les établissements qui sont tenus par des religieux. L'hôpital public sera donc évidemment surpeuplé, puisque
face à l'hôpital public, vous avez des maisons de santé qui sont privées, vous avez vu ça, et qui sont très chères. Donc évidemment, tout le monde va dans le public, et si tout le monde va dans le public, se côtoient les gens qui ont, je ne sais pas, un problème d'appendicite avec ceux qui sont des malades mentaux, plus ceux qui ont commis des crimes. Donc vous avez des meurtriers, des gens qui sont juste mélancoliques, vous avez un peu tout le monde ensemble, et les conditions d'enfermement sont évidemment insupportables. La violence devient très fréquente. Au XIXe siècle, parallèlement à cet enfermement, vous avez la naissance progressive de la psychiatrie. On va passer donc de l'enfermement pur et simple à la naissance de la neurologie moderne, c'est-à-dire tout ce qui va s'appuyer sur l'étude des nerfs, en fait, du système nerveux, évidemment, notamment sous l'influence d'un médecin dont vous devez retenir le nom, qui est Charcot, puisque vous verrez au fur et à mesure de vos études que Charcot est quelqu'un de très important, en fait, dans le développement de la médecine moderne, qui a travaillé sur l'hypnose. Alors on n'y croit pas, mais lui a introduit l'hypnose, et en tout cas travaillé très nécessairement, de façon très importante sur les maladies mentales, en considérant que c'était effectivement tout à fait différent du reste. Et vers la fin du XIXe siècle, sous l'influence d'un certain nombre de médecins, vous avez un assouplissement progressif du régime d'enfermement. On les on, les, on leur autorise en fait les visites aussi souvent qu'ils le souhaitent. Vous avez, enfin tout cela est extrêmement important en fait, d'accord. Les traitements vont changer puisque vous aviez de façon assez récurrente des électrochocs qui sont apparus avec la naissance de l'électricité. Donc là, vous avez la naissance de l'électricité pour pouvoir vous éclairer dans votre chambre, et dans le même temps, on va profiter de cette naissance de l'électricité pour envoyer des électrochocs en fait dans le crâne de tous ces gens malades en supposant que ça leur fait certes très mal, mais surtout ça va leur faire beaucoup de bien. Vous avez ça, on enferme les fous dans un sac, on le jette dans la rivière. Bon, vous avez des façons de se comporter qui est un petit peu particulière, et tous ces traitements, si j'ose dire, de choc, ces traitements forcés, vont faire place à des traitements beaucoup plus positifs. On va faire travailler, mais pas travailler n'importe comment. Voilà, vous avez la maçonnerie, la couture, l'utilisation de la musique, un certain nombre de distractions. On va dialoguer. Le médecin, comme vous avez vu, ça revient très souvent, est médecin, mais également confident, médecin de l'âme, psychologue. Bref, vous avez un véritable changement dans la manière dont le malade et la façon dont il va être traité est appréhendé. Je vous projette tout cela puis pour que vous ayez la possibilité de le recopier. Changement de tenue, changement de question, tout ça pour la fin du cours, on arrive au bout. Alors, on passe au petit b. Petit b, de quoi est-il question? Un regard plus scientifique sur la nouvelle. Vous pouvez noter le titre, petit b, un regard plus scientifique sur la nouvelle. Cela veut dire quoi? En fait, c'est le travail sur la question 12, page 75, qui est, je vois rien du tout avec ces lunettes, en t'appuyant sur tes réponses et sur les informations de l'enquête, explique ce qui justifie l'enfermement du narrateur dans une maison de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, ce que je vais vous demander de faire, c'est de reprendre un petit peu la nouvelle et les informations qui sont données sur le narrateur, mais en ne vous contentant pas d'avoir un regard qui soit uniquement littéraire, c'est-à-dire de voir, à la lumière de ce que vous avez pu lire dans cette enquête, comment peut-on comprendre l'état d'esprit du narrateur. Donc vous devez essayer d'expliquer pourquoi, justement, le narrateur se retrouve enfermé, même, pourrait-on dire, interné dans une maison de santé. Alors, il va vous falloir rédiger ici une quinzaine de lignes, donc c'est la question 12, page 75, rédiger une quinzaine de lignes. Attention pour l'organisation. L'organisation est la même que celle que vous appliquez lorsque vous rédigez un paragraphe argumentatif ou lorsque vous faites votre développement construit en histoire. D'abord, une phrase d'accroche, ou deux phrases d'accroche, c'est pas un problème, qui indique ce que vous allez montrer. Puis, un premier argument qui s'appuie sur la réalité, qui évoque la réalité, c'est-à-dire ce qui se passe, ce qui vous est expliqué dans l'enquête, et ce qui se passe dans la nouvelle. Vous comparez les deux avec un exemple commenté. Attention, vous allez chercher ici quelque chose qui va vous permettre de justifier le fait qu'ils soient enfermés en vous appuyant sur des données réelles. Puis vous proposez un second argument qui fonctionne exactement de la même manière, donc vous avez une seconde idée,
Puis vous concluez, c'est-à-dire vous dites ce que vous avez montré. Enfin, vous partagez le tout avec moi sur Google Drive, Live, tout ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Donc vous avez bien besoin d'un ordinateur comme je vous l'avais indiqué. Et après, c'est terminé. Bon courage à vous, je projette immédiatement l'ensemble. Bien, voilà, c'est terminé. Alors, avec ce nouveau formidable déguisement que je devais mettre parce que Dixit, cela va très bien avec mes cheveux. Donc, je vous le mets. Quoi qu'il en soit, c'est parce que c'est le dernier. C'est terminé pour ça, c'est terminé pour le cours. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un excellent week-end et normalement, on se retrouve tous lundi en vrai cette fois. Voilà, j'enlève maintenant tout cela. C'est fini et je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.